Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission, un nouvel épisode de cette série intitulée Vers une famille heureuse. Une série qui vise à vous accompagner petit à petit dans ce chemin de la création, de la formation, du développement et du renforcement de votre famille, de cette cellule familiale ô combien importante dans notre religion. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir cher Hicham El Arafa, le directeur de l'Institut Usul El-Din à Paris. Cher Hicham, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une problématique qui touche malheureusement beaucoup de couples. On a beau se dire que ça ne nous arrivera pas, ça finit toujours par arriver d'une façon ou d'une autre. On a beau essayer de s'en prévenir, cela pointe toujours le bout de son nez à un moment donné. On parle ici des conflits au sein du couple, des conflits entre l'homme et la femme. Alors on s'est marié, on s'est rencontrés d'abord, on a développé la connaissance de l'un et de l'autre, on s'est marié par la suite et puis la vie fait qu'on va entrer dans une phase de conflit à un moment donné sur un sujet ou un autre, peu importe. Alors afin de bien comprendre cette dynamique-là, est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions quant à la nature même du conflit? Qu'est-ce qu'un conflit? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala khatam mursalin. Alors, c'est important d'abord de préciser une chose, que un désaccord, une tension, un conflit n'est pas toujours synonyme d'échec. On pourrait comparer pour le couple, les conflits pour le couple, aux soucis de santé qu'on peut connaître dans la vie. Attraper une grippe n'est pas catastrophique. Avoir un jour de la fièvre n'est pas... Il y a des gens qui peuvent mourir, bien sûr, de ces petits soucis de santé. Mais personne ne peut traverser les 60-70 ans de la vie sans passer par là. Le corps lui-même a besoin de certains problèmes de santé pour pouvoir s'immuniser. Oui, pour se renforcer, pour développer son système. Et sa capacité de résister à d'autres qui sont plus... Est-ce que l'on peut comparer ça, vous preniez l'exemple du corps, est-ce que cette métaphore s'étend également au couple, justement au conflit? Est-ce qu'un conflit finalement peut être une source de bienfait, une façon de renforcer le couple, une façon de progresser? Alors dans l'absolu, je dirais oui, en partant du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce qui arrive aux musulmans est toujours bien, toujours positif, qu'il soit un bien ou un mal. Donc il y a toujours un aspect positif, même si on ne le voit pas. Et puis on peut dire également, oui, que les petites tensions qui sont inévitables dans la vie, il n'y a pas, depuis Adam alayhi salam jusqu'à la fin de la vie sur Terre, il n'y a pas un seul être humain qui a échappé à connaître des moments de désaccord, petits ou grands, fréquents ou moins fréquents, avec la personne la plus proche de lui, la plus chère pour lui, sa femme, ou pour la femme, son mari. Quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a connu, nous connaissons au moins une dizaine de scènes de couples qu'il a vécu et qui ont fait le tour du monde, parce que c'est devenu quelque chose de public, et c'est très public, c'est enregistré dans des livres lus par tout le monde. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé par là, c'est que c'est un passage obligé. Il n'y a pas... Tout frottement produit de la chaleur. Et chaque fois qu'une personne se trouve avec une autre personne, forcément, il va y avoir à un moment donné une friction. Oui. Ça arrive entre les frères et les sœurs, par exemple. Ça arrive entre les enfants et leurs parents. Oui. Ça arrive
dans le domaine professionnel, ça arrive entre collègues Oui. à l'école ou au travail. Partout, entre voisins, il n'y a pas... c'est impossible qu'une Avoir personne... une entente parfaite. Il n'y a pas, c'est impossible. Donc, c'est pour dire que cette tension, ce désaccord, n'est pas synonyme de catastrophe ni d'échec. Non, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et de la vie de couple. Alors, justement, on en parle, on dit que ce n'est pas nécessairement un échec, il peut y avoir une issue positive, un gain finalement dans ce processus-là. Mais je voudrais revenir plus précisément justement sur la définition même du conflit, sur ce qu'il est effectivement. On a dit ce n'est pas un mal, ça peut être un bien, mais qu'est-il vraiment? Alors, quand est-ce que... alors, d'abord, il part d'un désaccord. Un premier désaccord, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis un énième. Ces désaccords, certains peuvent être réglés, d'autres laissés en suspens, auxquels viennent se rajouter d'autres, et ainsi de suite. Ouais. Lorsque ce désaccord ou ces désagréments s'accumulent, commence à faire naître des sentiments négatifs. Ouais. Eh bien, quand ces sentiments-là et cette situation-là, elle est encore dans le cadre de la normalité, et à partir de quand elle devient problématique, c'est l'intensité et la fréquence qui vont faire qu'on est dans quelque chose de normal ou non. Ouais. Si l'intensité, elle est de basse intensité, de basse intensité, Ouais. c'est normal, c'est ce qui est incontournable. Quant au niveau de la fréquence, on ne se dispute pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines. Ouais. Ça se produit, mais après, on revient à une vie normale. Ouais. On est dans une tension normale. Quand ça devient plus fréquent, quand ça prend des proportions importantes, proportions importantes comment? C'est-à-dire que ça devient quelque chose qui est assez présent dans l'esprit de l'un ou l'autre. Ouais. Qu'on soit ensemble ou non, quand on part au travail, on y pense. Quand on est à la maison, on y pense. Donc là, ça commence à prendre une proportion. Ça devient omniprésent. En fait. Voilà, ça devient une sorte d'obsession qui est tout le temps là. Et puis aussi dans ces expressions, quand ça déborde et ça devient visible par les autres, par exemple, les enfants, ou d'autres que les enfants, et bien là, ça commence à prendre une certaine ampleur qui sort de ce qui est d'une tension normale. Là, ça commence à être problématique et ça nécessite un traitement de fond, en quelque sorte, et prendre les choses au sérieux. Il y a certaines personnes il y a beaucoup qui s'étaient penchés sur la question des tensions dans les couples, des conflits dans les couples, qui ont essayé de décortiquer en quelque sorte un conflit dans le couple en 4 temps, Quels sont-elles, en 4 moments ou phases. La première phase, c'est la critique de la personne, de son caractère. Et qu'on distingue aussi du fait de se plaindre de quelque chose. On se plaint généralement d'un comportement. La plainte, elle est plus ponctuelle dans le temps. La critique, elle est un peu plus durable. Elle aura trait plus à un aspect du caractère, un aspect de la personnalité et la personne, voilà. La personne. Et ne porte pas sur quelque chose de précis, pointu. Donc elle est aussi un peu globale. Et elle peut devenir aussi récurrente, fréquente. Ouais. Donc ça c'est un premier temps, une première phase du conflit. La deuxième phase après la critique,
c'est le mépris en quelque sorte. C'est-à-dire à force de critiquer, on ressent un sentiment négatif vis-à-vis de la personne. Donc ce n'est plus seulement intellectuel, objectif, ça devient quelque chose qu'on Dans a dans au le niveau, cœur. oui, dans le cœur. Et là, le mépris, il se met il vise encore plus la personne. Et ça peut s'exprimer, par exemple, ou ça peut se sentir dans la façon de dire ce qu'on n'apprécie pas ou ce qu'on reproche. Une certaine agressivité peut-être. Il y a une agressivité dans le ton, et il y a une façon où on cible, on vise la personne. Oui. Par exemple, au lieu de dire à quelqu'un tu n'as pas fait ça, tu devais le faire, bon, ça entraîne quelque chose. Voilà, maintenant ça va m'empêcher de faire telle ou telle chose parce que, par exemple, tu n'as pas retiré de l'argent de la banque, ça va me retarder dans les courses. Ça, c'est une façon de dire. Mais on peut lui dire, oui, tu n'as pas retiré de l'argent. De toute façon, tu ne fais jamais rien comme il faut au moment où, et si je ne te le répète pas 100 fois, tu ne le fais pas, etc. Donc là, ça ne se dit pas de la même manière. Et ça ne provoque pas la même chose chez la personne qui est en face. Donc ça, c'est la deuxième phase. On voit qu'on est en train de un peu s'enliser dans la négativité, en quelque sorte, dans la relation. Et c'est justement cette progression négative qui va déboucher sur une troisième phase, sur la défensive, en quelque sorte, où on va mettre l'autre personne dans une logique de défense, où elle va se justifier, où elle va contre-attaquer. Mais dans les deux cas, ça ne va pas atténuer la tension ni le conflit. Oui. Et le conflit peut aller encore plus loin après ces réactions défensives. Ça peut aller vers une sorte de mutisme où on arrive comme on sent que ça ne sert plus à rien, on baisse les bras, ça ne sert plus à rien de parler, ni d'expliquer, ni justifier. C'est comme si on se résigne à l'échec en quelque sorte. D'accord. Donc effectivement, ces trois phases dans le développement du conflit. D'abord, une simple critique qui va peu à peu gagner notre cœur et se transformer en mépris pour ensuite provoquer éventuellement une réaction défensive de la personne qui va finalement finir par se terrer, que ce soit l'un ou l'autre, se terrer dans un mutisme. Et donc là, on est dans une logique totalement fermée et il ne semble pas y avoir d'issue. Je suppose, ceci étant, que vous avez forcément des réponses à nous apporter, même dans ces situations qui semblent inextricables. Ceci étant, nous allons nous prendre une courte pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour continuer ce débat et voir justement quelles peuvent être éventuellement les solutions pour enliser ce glissement. Nous revoilà parmi vous pour continuer notre discussion ce soir qui a trait au conflit, à la nature même du conflit et à comment y répondre, ces conflits qui parfois peuvent miner notre vie de couple. J'ai le plaisir encore une fois d'accueillir le cher Hicham El Arafa. Donc nous discutions juste avant la pause de ces quatre phases vraiment qu'on peut distinguer, ces quatre phases dans l'évolution du conflit, la phase de la critique, la phase du mépris, la phase défensive et puis finalement la phase du mutisme. Est-ce que ces phases s'enchaînent nécessairement les unes après les autres et il n'y a aucun moyen de les d'endiguer cette progression, ou est-ce qu'au contraire on peut éviter d'arriver jusqu'à la phase finale du conflit où vraiment ce sera peut-être beaucoup plus dur de le résoudre? Non, il n'y a pas de fatalité dans ces quatre phases. Si rien ne se fait, oui, elles vont s'enchaîner. Si
on se laisse aller, il y a de fortes chances, oui, que les choses évoluent dans ce sens-là. Mais sinon, un incendie, même un incendie, à ses débuts, un seau d'eau peut l'éteindre. Ouais. Mais si on ne se rend pas compte de ses débuts, eh bien, il faut appeler les pompiers par la suite et il faut peut-être une citerne d'eau. Donc justement, quels peuvent être les seaux d'eau qui peuvent nous permettre d'éteindre déjà les braises? Voilà. Alors, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est que le couple soit réactif par rapport à ce qui se passe en son sein. C'est-à-dire que, alors je vais comparer ça, même si j'aime pas trop comparer la famille, d'ailleurs sa logique n'a rien à voir avec l'entreprise, c'est nécessaire d'avoir des sortes de post-bilan. C'est d'autant plus nécessaire que lorsque on sent le brûler, ou on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne laisse pas trop le temps passer sans réagir. On sans essaie faire d'identifier la source, effectivement. Voilà. C'est bien, par exemple, qu'au sein du couple, d'ailleurs, ça peut se mettre en place ça, dès les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois de la vie du couple. Oui. Qu'une sorte de réflexion se fasse, parce que là, on est dans un cadre qui nous permet de parler, parce qu'il n'y a rien qui interfère. Voilà, qui interfère, et donc on va accepter, on sent qu'on est facilement dans un échange convergent, on collabore, etc. Donc il n'y a rien qui nous met sur nos gardes. Donc le couple, il a intérêt à prendre des moments et se dire, voilà, si ça ne va pas, comment on réagit? Si, par exemple, alors, je donne quelques idées en vrac comme ça. Ça peut être intéressant, par exemple, de se dire, l'homme et la femme, si jamais, un jour, je dis quelque chose, ou je fais quelque chose, qui vexe, c'est bien, c'est nécessaire même, avant de réagir, de se laisser réagir intérieurement, c'est-à-dire avant que ça ne suscite ce sentiment négatif de se sentir vexé, de vérifier auprès de la personne elle-même qui agit ou qui a parlé, qu'est-ce qu'elle entend parce qu'elle a dit. Parce qu'il se peut qu'elle a dit dans un sens et que ça a été mal interprété ou mal compris. Tout à fait. Et donc, il suffit que j'ai l'explication, pour désamorcer. Oui. Sauf si l'explication, elle confirme ce qui a été compris. Donc là, il faut passer à une autre étape. Mais donc, déjà, on limite, on élimine des petites choses qui peuvent venir envenimer la relation. C'est important de poser des sortes de petites règles dans la relation au sein du couple. Et ces règles-là, on peut les poser quand tout va bien, quand on est tranquille. Ne pas attendre que le feu commence pour... Voilà, parce que quand ça commence, après, on ne sait plus comment s'y prendre. On est un peu traumatisé et donc on panique. Mais même malgré ça, quand ça arrive, on ne va pas rester tout le temps sur ce sentiment. On va, surtout dans les débuts, les premières surprises comme ça de tension, qui sont normales. Eh bien, quand elles passent, c'est bien que les deux personnes, le couple, ils prennent un moment, ils se disent, ce serait bien qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et comment, si ça se reproduit, comment on peut le gérer, comment on peut réagir. Le fait de pouvoir parler de ces tensions dans le couple, de ces désagréments, est primordial. Si on n'en parle pas, si on laisse l'eau couler, si on laisse le feu se propager, eh bien, il ne faut pas s'étonner
qu'un jour, on se trouve amené où on voit les pompiers arriver. Oui. Donc la communication est un élément essentiel, vraiment. Nécessaire. Je ne parle pas bien sûr de certains cas où la communication peut paraître un peu difficile et qu'on peut être amené à faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Je pense particulièrement à une situation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait vécue lorsque un jour il s'est trouvé en froid avec Saïda Aïcha radiyallahu anha. C'est elle qui boudait radiyallahu anha et qui voulait. Il sentait un blocage, il n'y a pas un moyen de débloquer tout seul. D'ailleurs, c'est étonnant de voir comment nous on perçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment quelqu'un qui est très proche de lui, il le voit. Et donc, il sent qu'il n'y a plus moyen. Il ne trouve plus les mots pour la raisonner, pour pouvoir lui parler. Il va inviter quelqu'un de l'extérieur pour lui parler. Il choisit son père à elle, Abu Bakr radiyallahu anhu. Et donc en le faisant intervenir, d'ailleurs la scène était un peu marrante en quelque sorte, c'est-à-dire que ça, Abu Bakr qui est venu intervenir, il s'est trouvé impliqué lui-même dans la tension. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa femme alors, bon, on va lui parler, tu commences ou je commence? En colère comme elle était, il lui dit d'accord, tu commences, mais ne dis que la vérité. Et Abu Bakr, il a perdu son sang-froid en écoutant sa fille dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme s'il pouvait dire autre chose que la vérité. Eh bien, il se lève et il se met à courir après sa fille pour la corriger. Et elle se trouve à se réfugier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui elle est en conflit, en froid. Donc, des fois, oui, la tension peut amener à chercher quelque chose de l'extérieur. Mais dans ses débuts, le conflit il n'est pas là. Le couple lui-même, il est capable de le contenir. Alors justement, juste par rapport à ça, vous nous disiez, il y a un certain moment, oui, faire appel à l'extérieur quand cela s'avère nécessaire. Donc faire attention aussi de ne pas faire intervenir une personne d'extérieur trop tôt, car cela pourrait éventuellement amener encore une autre source de conflit, une autre source de tension. Faire attention justement, par exemple, on parlait dans un épisode précédent de la belle famille, peut-être ne pas courir chercher les conseils de sa maman ou de son papa directement dès qu'il y a une petite tension, essayer d'abord de résoudre le conflit ou le début de conflit avant d'aller chercher de l'aide extérieure. C'est sûr. En tout cas, il faut aussi apprendre à ne pas dramatiser les choses. Et vous savez, ça, quand on réalise que ces tensions font partie de la vie du couple et de la vie tout court, et que c'est pas la fin. Forcément, on va passer par là et personne n'y est échappé. Déjà, ça atténue. Donc, on essaie juste de comprendre. Et dans un premier temps, on essaie de réparer tout seul. On essaie de trouver les moyens de régler les problèmes en interne. Et c'est vrai que ce qui facilite, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand au tout début du couple, quand tout va bien, on se met d'accord sur quelques règles. S'il y a un problème, comment on fait? On se pose. Alors, je pense par exemple, c'est que un petit détail, c'est que on peut, dans les sortes de petits accords comme ça qu'on fait, c'est que on se met d'accord que quand quelqu'un il se trouve énervé, eh bien l'autre pour pouvoir, parce que là c'est comme une voiture qui tombe en panne, c'est comme deux qui sont sur une barque et l'un il tombe dans l'eau, donc c'est comme si l'autre il se jette à l'eau
Pas pour le sauver parce que la barque elle va couler. C'est bien, par exemple, d'alterner même les moments de colère. Ouais. Si l'un prend le devant, eh bien l'autre, c'est pas mon tour maintenant de me mettre en colère pour que je puisse le tirer, Le ramener. À ce qu'on s'en sorte, justement, le faire, l'aider. Alors que si je me trouve moi-même entraîné aussi dans cette spirale-là, c'est sûr que là, la spirale du conflit va s'alimenter. Donc, en posant des petits jalons comme ça, des petites règles, des petites astuces auxquelles on va faire recours quand on se trouve dans une zone de turbulence, ça aide énormément. Et ça permet justement de ne pas se noyer et de ne pas se mettre à prendre de l'eau comme ça, et pouvoir plutôt prendre le dessus et chercher comment atténuer ou régler cette tension au sein du couple. Effectivement, être prévoyant, y penser à l'avance, ne pas laisser les choses arriver, et puis si elles arrivent, communiquer, collaborer, ne pas oublier que c'est un gagnant-gagnant et non pas un gagnant-perdant. Garder ça en tête et continuer à communiquer et à tenter de résoudre les conflits de la meilleure des manières. Nous avons à peine commencé à aborder ce sujet des conflits. Je pense que nous aurons l'occasion dans de prochains épisodes de revenir sur ce thème-là qui, je pense, concerne beaucoup de couples et qui cherchent justement des solutions à des conflits peut-être d'une plus grande ampleur. Ceci étant, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir éclairés sur ce thème-là et j'espère vous revoir très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode.